Alors, je fixe le chrono. Hop. Non, pas la calculette. Voilà, comme ça, je vous embête juste 25 minutes. Je m'appelle Chloé Daudier et je vais donc vous présenter un travail que j'ai réalisé avec l'association Data for Good autour de la représentation des femmes dans les médias et l'audiovisuel. Ce projet, il s'appelle Bechdel AI et il part d'une petite histoire. Quand j'étais petite, j'adorais Harry Potter. J'adorais l'univers d'Harry Potter, j'adorais Hermione, Ron, Harry, j'adorais la magie. J'adorais vraiment... j'aimais beaucoup la façon dont Hermione prenait de plus en plus d'importance dans l'histoire. Après, son petit côté pain bêche, Madame je sais tout, m'irritait un petit peu, et donc j'avais un peu honte de dire que je l'aimais bien, jusqu'à ce que dans le 4, elle devienne, en plus d'être super intelligente, elle est devenue super jolie. Et là, tout de suite, c'est devenu un peu une fierté de dire vas-y, on joue à Harry, Ron et Hermione, et moi je suis Hermione. Et bon, voilà. Et en fait, il se trouve que dans Harry Potter, il y a un petit problème. C'est que on a Hermione, effectivement, qui est super stylée. Mais on n'a que Hermione. Jusque dans le 4, en tout cas, les modèles féminins auxquels on peut s'identifier, c'est Hermione, McGonagall et Mimi Géniard. Voilà, on a le choix, quoi. Bon, moi, je l'aime bien. Et elle est montée dans mon estime au fur et à mesure. Mais c'est un problème qu'on voit déjà sur les affiches, c'est la place des femmes sur ces affiches. Alors oui, ok, Harry Potter, c'est le nom du héros, donc c'est normal qu'ils prennent toute la place. Mais c'est le problème qu'on voit là dans la première affiche, c'est qu'effectivement il prend toute la place. On a Hermione qui apparaît là, McGonagall, ok, Snape qui est en plein milieu, on ne sait pas trop pourquoi, mais il prend quand même pas mal de place. Et si on regarde, on verra tout à l'heure avec les résultats des algorithmes, mais il y a une petite intuition effectivement elle est toujours au second plan. Et quand on regarde un peu les gros films qui sont sortis ces 30 dernières années, j'en ai fait une petite sélection, mais même quand on a une actrice qui joue un personnage féminin très important, elle passe toujours en second plan. Et notamment, je pense au 5e élément, qui est vraiment le premier film moi, que j'ai vu, même avant Harry Potter. Lilou Dallas Multipass, elle est juste absente de l'affiche du film. On voit juste Bruce Willis, qui était super connu à cette époque. Donc voilà, on a voulu le mettre en avant, mais il n'y avait pas du tout cette sensibilisation au niveau de la place des femmes dans la partie visuelle. Donc, c'est bien d'avoir une intuition, mais quand on est ingénieur, c'est encore mieux d'avoir des résultats fiables, quantitatifs et mesurables. Donc, avec l'association de Data for Good, on s'est posé la question de est-ce que on peut représenter la répartition du temps de parole entre les hommes et les femmes. Ça reste binaire, mais ça peut déjà être quelque chose d'intéressant à regarder. Est-ce qu'on peut voir le temps de présence à l'écran ? Est-ce qu'on a la même présence à l'écran des hommes et des femmes, notamment dans le journalisme ? Il y a la partie des affiches, dont je vous ai déjà parlé, et il y a le fameux test de Bechdel-Wallace. Je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce que vous connaissez le test de Bechdel-Wallace ? Ceux qui connaissent, lèvent la main. Ok, parfait, j'avais prévu une slide pour vous expliquer. Le test de Bechdel-Wallace a été conceptualisé par Alison Bechdel et Liz Wallace. Donc Liz disait à son amie Alison qu'elle voulait aller avec elle au cinéma que si ce fameux test qu'elle avait conceptualisé était validé. Le test, c'est est-ce qu'il y a au moins 2 femmes dans le film ? Est-ce qu'elles discutent entre elles à un moment ? Et est-ce qu'elles discutent entre elles d'autre chose que d'un homme ? Eh bien, ça paraît con, mais il y a 50% des films qui ne passent pas le test de Bechdel. La bonne nouvelle, c'est quand même ça s'améliore. Tout ce qui est en bleu, là, c'est la proportion de films qui passent le test de Bechdel. Et tout ce qui est en gris, c'est la proportion qui ne passe pas le test de Bechdel. Et sur l'axe des abscisses, vous avez le temps. Donc on voit quand même qu'il y a une progression et que de plus en plus, on a ce test qui passe. Je vous rappelle que c'est quand même un petit peu le minimum. On n'est pas en train de dire qu'on veut une personne qui parle 50% du temps. Là, on veut juste 2 personnes féminines qui échangent sur un autre sujet que parler d'un mec. Donc comment on s'y prend ? Eh ben, c'est pas si simple. Quand on veut automatiser ça avec de l'intelligence artificielle, la première chose à faire, c'est récolter les données. Alors, récolter des données, c'est cool. C'est pas si compliqué que ça d'un point de vue technique, mais récolter des films et faire des grosses analyses sur plusieurs films, ça pose des problèmes. Parce qu'il faut les acheter. Ou alors, il faut avoir des partenariats avec des distributeurs. Donc nous, on a travaillé essentiellement avec des bandes annonces.
Ok, les bandes annonces, elles ont une particularité, c'est qu'il y a souvent beaucoup de musique. Il faut qu'elle soit super captivante, et donc du coup, il faut plein de signaux, il faut que ça aille vite au niveau visuel, et il faut cette musique qui est super présente, et qui est beaucoup moins présente dans les films, même si elle est souvent en background. Donc on a dû faire un travail de séparation de la voix avec la partie musique. Et pour ça, on a utilisé un algo de Deezer, qui donc s'est entraîné sur des bases de données de musique, donc musique avec chant. Et on a réussi plutôt bien à séparer la partie musique de la partie voix. Ça marche pas du tout avec les films. Donc sur les films, on a souvent des faux positifs. Enfin, on a des morceaux de voix qui sont identifiés comme de la musique. Donc d'où l'importance de bien savoir sur quoi les données sont entraînées. Enfin, sur quoi les algos sont entraînés, sur quelles données. Et en l'occurrence, la partie vraiment musique n'est pas très utile pour les films. Donc pour les films, on est passé directement... J'ai pas de petits trucs rouges, mais vous voyez la flèche là qui part à gauche. Ouais, c'est la gauche. Donc soit on fait le processing où on enlève la partie musique, soit on va directement à la partie où on étudie le genre des voix. Ouais, trop bien. Il faut appuyer là-dessus, c'est ça. Ah ouais. Donc, après, on a donc notre voix. Elle est propre et on veut savoir si c'est des hommes ou des femmes. On veut savoir surtout s'il y a deux femmes qui discutent entre elles. Donc il faut réussir à identifier des femmes, il faut réussir à en identifier deux différentes. Si on se base juste sur la partie audio, on peut réussir à identifier plus ou moins bien. Si on reste sur de la binarité, on peut réussir à identifier deux femmes. Pour ça, on utilise un algo qui s'appelle le INA Speech Segmenter. Le INA Speech Segmenter, pareil, je vous fais un petit topo sur les données d'entraînement. Il s'est entraîné sur des données de voix françaises, de journalisme et de passages télé. Donc, on a déjà un biais qui est que, en général, les données sont très propres à l'entrée. Mais globalement, on avait des bons résultats, si ce n'est qu'il y avait des voix de jeunes garçons qui étaient catégorisées comme des voix de femmes. Bon. On va dire que les hommes très 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 virils avec une grosse voix, ils étaient bien identifiés. Et après tout, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir si ces personnes-là qui sont majoritaires dans le monde des décisions sont pas trop majoritaires dans la partie audiovisuelle. Donc on avait ce premier résultat. On a aussi un autre algo qui s'appelle Whisper, qui est un algo de OpenAI, et qui lui marche super bien, non pas pour identifier le genre, mais pour faire de la segmentation en différents dialogues. Donc on peut dire, il y a le personnage numéro 1 qui a parlé là, le personnage numéro 2 qui a parlé là. Donc là, on commence à avoir des indices sur est-ce qu'on a deux femmes différentes qui discutent entre elles. Donc après, il faut encore analyser le genre. Et donc pour ça, on peut s'aider de l'image. L'image, encore une fois, on pense que ça peut être simple, mais quand on a un film, il faut découper son image en frames. Ça ne sert pas forcément à quelque chose de garder les 24 images secondes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des petits algos de base pour se découper une vidéo en morceaux d'images. Et sur ces images, on peut identifier s'il y a des femmes. Donc pour ça, on utilise un algo qui s'appelle Deepface, qui est un algo de Facebook, qui va réussir à identifier l'endroit où il y a l'image, et après, on peut lui demander d'identifier le genre de la personne qui est sur le petit carré identifié. Et donc là, on peut avoir les deux femmes. Est-ce qu'elles discutent entre elles? Après, c'est une grosse question. Par exemple, on peut avoir une scène dans laquelle on entend une femme, et puis juste après, on va avoir une autre scène dans laquelle on entend une autre femme, mais en fait, elles ne discutent pas entre elles parce que ce n'est pas la même scène. Bref, vous voyez, quand on plonge vraiment sur l'automatisation de ce type de truc, on a des petits défis auxquels on ne s'attendait pas. Mais jusque-là, on peut obtenir, grâce au traitement de l'audio, la répartition du temps de parole, et grâce au traitement de l'image, la durée, la présence à l'écran. Ensuite, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est qu'une fois qu'on a réussi à identifier les dialogues des femmes dans l'audiovisuel, dans le film, on peut savoir de quoi elles parlent. Et là, on a eu de la chance, quand on a commencé à travailler là-dessus, il y a ChatGPT qui est sorti. Et ChatGPT, ça marche vachement bien. Donc, on a fait appel à l'API GPT et on a réussi à avoir des résultats intéressants. Alors, au début, c'était juste du oui-non, est-ce qu'elle discute d'un homme? Et ensuite, on a poussé le truc même plus loin en demandant est-ce qu'il y a des stéréotypes sexistes qui sont véhiculés dans ce qu'elle raconte. Genre, si elle parle de vernis à ongles et de dernière manicure ou de mode, c'est pas la même chose que si elle parle de comment j'ai réparé la voiture hier et je vais faire du roller tout à l'heure. Donc voilà, il y avait ce côté-là qui était intéressant et on a eu des résultats très intéressants. Donc après,
Ce qui aurait été idéal, ça aurait été d'avoir directement les sous-titres pour avoir si ça pouvait être normalisé, d'avoir vraiment telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, et après il suffit juste d'associer un genre à chaque personne. Bref. Je vais revenir sur... Alors, est-ce que ça va marcher ? Je vais revenir sur un petit truc. C'est comment fonctionne l'analyse de l'image. Là, sur les posters, ce qu'on a testé, donc c'est avec Deepface, et on a tout de suite un résultat sympa. C'est, je crois que sur l'ensemble... Non, ça c'est Harry Potter 4. On a les hommes qui prennent 2 fois plus de place et qui sont 2 fois plus nombreux. Bon, c'est un truc qu'on peut faire avec d'autres affiches de films, ça marche plus ou moins bien. Ce qui est intéressant, enfin ça marche bien d'un point de vue technique, mais ce qui est intéressant, c'est après de faire des analyses sociologiques qui aient du sens. Non, alors c'est plus du tout en mode visualisation. Si, ça va ? Non, pas du tout. Slideshow, yes. Voilà. Non, si, je sais pas. Donc je vais vous montrer un autre truc qui marche bien. C'est quand on a découpé le film en frames. Ce qu'on peut chercher, c'est plus que de rechercher 2 femmes, on va rechercher un petit peu d'autres choses. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a 2 femmes qui discutent entre elles ? Ça peut être une phrase qu'on propose à l'algorithme. L'algorithme, là, en question, c'est Clip. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'on va lui donner plein de phrases. Et il va nous dire, par rapport à l'image, quelle est la phrase la plus probable. Donc, si vous lui demandez de vous classer... je vais faire une petite pause. Non ! Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux faire une pause sur ce truc ou pas ? Oui, je peux faire une... Non ? Bon. Donc si vous lui demandez par exemple, vous lui donnez juste 2 phrases en entrée et vous lui dites de classer... Non mais ce serait cool que je puisse mettre pause quand même. Ouais, voilà. Si vous lui dites de classer un homme et une femme, il va être capable de vous dire cette image, ça a plus de probabilité de représenter un homme. Potentiellement, s'il y a 3 femmes et un homme, il va dire non, c'est une femme. Si vous lui dites est-ce que sur cette image il y a des balais volants et que à côté vous avez une bouteille de Javel et mais que vous lui avez demandé je veux identifier soit des balais volants soit des humains, il va vous dire que c'est des balais volants. Je sais pas si vous voyez le truc. En gros, si vous donnez des phrases qui sont pas assez représentatives, vous aurez des résultats qui sont pas intéressants du tout. Donc là, on a généré plein de phrases qui pourraient être intéressantes pour analyser Harry Potter. Et il est capable d'identifier des balais volants. Il est capable aussi d'identifier des femmes. Et il est capable d'identifier des nuances sur la façon dont les femmes sont représentées. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'il nous a sorti ? Non, purée, je me trompe à chaque fois. Je vais pas y arriver. Hop. Voilà. Là, on a Hermione. C'est a young woman qui a été identifiée sur cette image. Donc, on avait mis Young Man, on avait mis des balais volants, on avait mis... Là, c'est A Man and a Woman Speaking Together. Donc, vous voyez, là, on n'a pas pensé à l'éventualité qu'ils pouvaient danser ensemble ou s'avachir sur l'autre. Donc, on avait mis ils parlent ensemble. Et du coup, c'est la phrase la plus probable qui est ressortie pour cette image. Mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu plus tard. On a Hermione. Et là, donc, on a A man and a woman speaking together. Donc là, pareil, ils dansent ensemble, mais la phrase la plus probable, c'est qu'ils parlent ensemble. Et juste après, juste là, on a la poitrine d'une femme. C'est la phrase la plus probable. Et juste après, on a a blurry picture, donc une image floue. Mais voilà, tout ça pour dire que Clip fonctionne super bien et que c'est un peu déstabilisant, à condition de lui rentrer les bonnes phrases. Mais bon, ça, c'est un petit peu les critères évidents sur une vidéo. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au niveau des équipes techniques. Alors, je vous spoil. Le sexisme, ça ne se mesure pas uniquement sur l'écran, ça se mesure aussi derrière la caméra. Et on s'est rendu compte que dans les films qui passaient le test de Bechdel, et la plupart, enfin en tout cas, quand une femme était executive producer, donc productrice ou écrivaine ou réalisatrice, eh ben, on avait plus de chances de passer le test de Bechdel. Donc on se rend compte qu'il y a une corrélation entre le genre de l'équipe technique et la capacité du film à passer le test de Bechdel. Est-ce que ça veut dire que s'il passe pas le test de Bechdel, il est sexiste ? On va y revenir. Donc là, on avait l'exemple pour Harry Potter, mais je vous passe ça. Autre chose qui est intéressante, pour aller plus loin que juste la façon dont les personnes sont représentées, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est
l'âge des acteurs et actrices dont les personnages sont impliqués dans des relations amoureuses. Donc, à la base, on est parti sur ce sujet parce que quand on a intégré l'association, enfin moi perso, je me suis dit, il doit y avoir déjà la moitié de l'équipe qui bosse sur le test de Bechdel, je vais aller voir un petit peu ailleurs, enfin je vais voir autour du test de Bechdel s'il n'y a pas d'autres critères qui pourraient être intéressants. Et donc, avec une certaine Juliana, on s'est penché sur cette question. Là, au niveau des données qu'on avait, on avait Wikipédia. Donc sur Wikipédia, vous avez le synopsis, vous avez le résumé, vous avez l'équipe technique, la distribution, et après, des fois, des petits détails, fun fact, sur l'histoire de la réalisation du film. Mais donc, ce qui nous intéressait, nous, c'était de voir dans le synopsis et dans le résumé s'il y avait des relations entre les personnages qu'on pouvait deviner. Et donc, on a des relations qui sont évidentes. Par exemple, Harry voit le miroir du risée et retrouve ses parents, Lily et James. Et en fait, avec du question answering, on est capable de retrouver le lien entre Lily et Harry. C'est un lien maman-enfant. Et donc, c'est un peu pareil que Clip. Il faut lui donner à cet algo plein de possibilités. Et il va sortir la phrase la plus probable. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fait du question answering sur Wikipédia pour identifier les noms des personnages. Et à ces noms de personnages, on a associé des acteurs et actrices. Sur ces acteurs et actrices, on allait chercher les données Wikipédia des acteurs et actrices, donc leur date de naissance et donc leur âge au moment du film. Et on a obtenu ce type de graphique. Donc ça, c'est aussi... Il y a un site internet qui répertorie ça à la main. Mais nous, on a essayé du coup de l'automatiser. Et ce qu'on regarde et ce qu'on observe, c'est que là, en jaune, c'est les cas où la femme du couple, parce que c'est des couples hétéros, évidemment, on va dire qu'on est resté dans le basique au début. Mais là, quand il y a une femme dans le couple, elle a un écart d'âge qui est environ... J'aimerais bien l'avoir. Non, ça va. Si, voilà. Qui est environ jusqu'à 10 ans d'écart. C'est-à-dire qu'au maximum, on va dire qu'en moyenne, on est à 5 ans d'écart entre... Enfin, la femme est 5 ans plus âgée que le mec. Et puis jusqu'à 10 ans. Puis après, c'est des petits cas rares. Et par contre, pour les mecs... Donc déjà, on a beaucoup plus d'hommes qui sont plus âgés que les femmes. Et on voit qu'aussi on part beaucoup plus dans les extrêmes avec 30 ans d'écart, 40 ans d'écart. Et quand on voit le dernier James Bond, on n'est pas si étonné que ça. Du coup, ça donnait ça en résultat, avec la partie algorithmie. C'est qu'on a les liens qui sont trouvés. Donc on a les relations familiales, on a les relations amoureuses, les relations amicales. Et on a aussi la haine, donc avec la partie, les liens qui étaient en noir. Et dans les relations amoureuses, une fois qu'on les a identifiées, on a ce type de résultat avec la balance. Donc là, en l'occurrence, Cho Chang était un petit peu plus âgé que Harry Potter. Enfin, en tout cas, l'actrice était plus âgée que l'acteur. Et par contre, pour Hermione et Krum, c'était Krum qui était plus âgé. Hop. Ce que ça donne un petit peu comme résultat, ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, on avait Lord Voldemort, son acteur Ralph Fiennes, ou je sais pas comment le prononcer, j'ai jamais su comment le prononcer, je trouve ça très bizarre de dire Fiennes, mais j'ai pas trouvé mieux. Peter Pettigrew, et qui était incarné par Timothée Spall. Et le test était, est-ce qu'ils couchent ensemble? Sleeps with. La probabilité, elle est juste après, et on la voit, c'est 0,00015. Donc bon, ça va, il y avait plus probable pour leur relation, ça pouvait être amitié peut-être, ou collègue. Pour Lily Potter, on a aussi, c'est un autre exemple, mais Lily et Harry, la probabilité pour qu'ils soient amoureux, elle est aussi très faible. Là, on est à 10 puissance moins 8. Et par contre, quand on arrive sur quelque chose qui marche un peu bien, on a Victor Krum et Hermione, goes on a date with, donc sortent ensemble, vont à un date. Et là, on a une probabilité, donc elle paraît faible, mais en fait, elle est à 0,74. Donc après, il suffit de mettre des seuils, et ça, on a fait un petit peu de manière empirique pour avoir des résultats qui étaient pertinents. Voilà, et donc le résultat, vous l'avez vu juste avant. Pour arriver sur un petit peu la fin, c'était très fun d'un point de vue technique. On a parlé à la fois, on a travaillé à la fois sur la partie visuelle, sur la partie textuelle, sur la partie audio. Mais quand on a commencé à en parler autour de nous, on nous a dit faites gaffe quand même parce que c'est pas du tout une mesure absolue du sexisme, et c'est totalement vrai. Par exemple,
un documentaire qui va parler des montagnes et de la nature, s'il n'y a pas deux femmes qui discutent entre elles d'autre chose que d'un homme, on s'en fiche royalement. Si par contre, un autre exemple, c'est Brokeback Mountain, le sujet, c'est pas du tout les femmes, c'est deux hommes, c'est normal qu'il n'y ait pas de femmes qui discutent entre elles d'autre chose que d'un homme. Pour autant, c'est pas un film sexiste. Donc voilà, il y avait cette première analyse critique. Après, il y a évidemment les algorithmes qui peuvent faire des erreurs. On l'a vu avec le In Speech Segmenter, qui catégorisait mal les jeunes hommes, surtout si c'était en anglais. Et pour le coup, j'ai eu une bonne surprise avec le In Speech Segmenter, c'est qu'ils ont fait un gros travail pour travailler sur les voix des personnes transgenres aussi. Donc on a une continuité on a un degré de féminité de voix plutôt que juste une binarité. Ça, c'est un petit exemple de comment le test de Bechdel passe en fonction du thème du film. Donc genre et genre, c'est un petit jeu de mots, je suis très fière de moi. Donc on voit que par exemple sur les films qui sont autour de la musique, on passe plutôt bien le test de Bechdel. Sur les films d'horreur aussi. Par contre sur les westerns, on est très très mauvais. Et après tout, c'est pas étonnant. Les westerns, c'est un peu propre à une certaine époque et c'est souvent des réalisateurs, enfin tout le temps, je sais pas, des réalisateurs mecs qui sont derrière. Et donc voilà, ça peut être assez intéressant. Il y a d'autres graphiques qui existent sur... vous pouvez regarder, c'est sur Reddit, je crois, et puis après ça renvoie vers un autre lien. Mais vous pouvez voir aussi en fonction des réalisateurs les plus importants comment ils sont classés par rapport à ces trucs-là. Spielberg est très mauvais, par exemple. Voilà. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et donc, ce qui est intéressant derrière, qu'est-ce que j'ai après ? Ouais, voilà. C'est qu'est-ce qu'on va en faire de ces données ? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les mettre dans un contexte. Par exemple, de se dire, on va étudier toutes les œuvres entre 1950 et 2020, et on va voir s'il y a une progression sur ce thème, sur le test de Bechdel. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est moins sexiste maintenant, mais en tout cas, voilà, ça peut donner des informations. On peut travailler sur tous les films d'horreur, on peut travailler sur tous les documentaires et voir s'il y a une progression. Mais il faut toujours replacer les analyses finales avant de tirer des conclusions dans leur contexte, bien cadré, et derrière, il faut que ce soit des sociologues qui analysent ces données. Donc, on a plein de sources de données. Nous, on s'est amusé à voir tout ce qu'on pouvait faire avec la partie IA. Et derrière, toutes ces choses-là, le but, c'est qu'elles servent à des personnes qui vont en avoir une utilité. Et je sais que, par exemple, je crois que c'est l'ARCOM qui sert du In Speech Segmenter pour vérifier la répartition du temps de parole entre les hommes et les femmes. Il y a des erreurs, mais ça donne des ordres de grandeur. Donc voilà, c'était super intéressant, c'était un super projet, et j'espère que ça vous intéresse et qu'on aura l'occasion d'en discuter juste après. Je vous remercie. Dans quel cadre est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que c'était du bénévolat ? Comment ça s'est passé ? J'ai pas bien compris en fait la relation. Oui, la question c'est dans quel cadre j'ai fait ça ? Est-ce que c'était du bénévolat ? Oui, c'était du bénévolat. Data for Good, c'est une asso qui réunit vraiment à la base que des bénévoles. Là, ils commencent à essayer de se professionnaliser. On était en lien avec le collectif 50-50, c'est-à-dire que l'idée de base est venue de cette rencontre-là. Et puis on l'a arrêté parce qu'on a tous eu nos vies les uns et les autres. On s'est demandé si on ne pouvait pas, pour faire vivre le projet plus longtemps, essayer de trouver un business model, tout bêtement. Donc essayer de voir s'il n'y avait pas des acheteurs. On a travaillé un petit peu avec Canal+, très très légèrement. On a aussi vu des gens de Disney tourner autour de nos posts LinkedIn, mais ils ne sont jamais venus nous contacter. Et du coup, voilà, le projet pour l'instant il est en pause. Et j'avoue que me replonger dedans m'a donné très envie de m'y remettre. Du coup, en vous basant que sur des bandes annonces, comment vous avez fait pour les bandes annonces sans parole tout court ? Est-ce que vous les avez mis de côté ou... Oui, c'est vrai. Oui, la question c'est comment est-ce qu'on a... Enfin, est-ce qu'il y a eu des bandes annonces sans parole ? Comment est-ce qu'on a fait pour gérer ça ? Est-ce qu'on a étudié que les bandes annonces ? En fait, on a surtout fait des petites études de cas. Comme je disais, pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait faire des études sur beaucoup de données. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des partenariats avec des chaînes ou avec des distributeurs ou des producteurs. Et on a eu des bandes annonces sans parole. Et ça ne nous a pas trop intéressés. Dans le sens où souvent c'était beaucoup d'actions, donc il n'y avait même aucun dialogue. Donc en fait, c'est pas pertinent de mesurer le test de Bechdel là-dessus.
on aurait pu mesurer l'apparition à l'écran des hommes versus des femmes. Souvent, les bandes annonces où il n'y a pas de parole, c'est des films d'action. Donc c'est souvent des films où il y a beaucoup de mecs. Voilà. Donc quand c'était pas intéressant pour tester nos algos, on les a mises de côté. Mais dans le cadre d'une étude plus approfondie, ça pourrait être intéressant de prendre sans discrimination vraiment un échantillon représentatif. Merci. Oh, il y a des questions là-haut. Qui était-ce? Là. Tu peux parler dans le micro, on enregistre tout. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez essayé de vous baser sur des scénarios? Par contre, j'entends rien. Bon, c'est pas grave. Sur des scénarios. Vous avez essayé de vous baser sur des scénarios. Ouais. Est-ce que tu as essayé de te baser sur des scénarios? Oui, on a cherché du côté notamment des scripts, TMDB, IMDB. Il y a eu un premier problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout normalisés. C'est-à-dire que les gens écrivent un peu comme ils veulent. Et du coup, là où on pensait trouver quelque chose de facile, on n'a pas du tout eu un texte pratique à écrire. Après, on s'est penché effectivement sur la partie vraiment scénario, donc là pas sur la partie script, mais sur les textes qui décrivent un petit peu l'histoire. On s'est penché là-dessus notamment pour savoir s'il n'y avait pas un intérêt pour les auteurs d'utiliser l'outil pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de billets sexistes, ou d'autres billets d'ailleurs, parce que Enfin, nous, on a travaillé sur le sexisme, mais ça peut être sur le racisme, ça peut être sur plein d'autres discriminations. Et en fait, on a eu une discussion avec mon père qui m'a amené à la conclusion de c'est quand même dommage de freiner l'élan artistique, parce que un pitch ou un scénario peut-être être pas assez représentatif de ce que ça va donner au final. C'est tout un processus qui est complexe. Donc on a laissé tomber l'idée d'étudier les scénarios et on a foutu la paix aux artistes. Pourquoi, lors de l'analyse des scénarios, des dialogues, pardon, ne pas utiliser le script plutôt que les dialogues audio directement? Parce que justement, il y avait des bases de données qui étaient assez pauvres là-dessus, ou en tout cas... je sais pas si, pour les développeurs, vous allez comprendre, quand il n'y a pas de moyen de faire d'expression régulière pour identifier les trucs, ça demande de faire appel du coup à des large language models. Est-ce que c'est vraiment plus pertinent? Je sais pas. Parce que là, on avait par exemple des fois le nom du personnage qui était... ah oui, il y avait ça aussi. Admettons pour Harry Potter, il y avait Harry, puis après il y avait Harry Potter, puis après il y avait Potter, puis après il y avait HP. Et donc du coup, on se retrouvait avec quelque chose où même au sein d'un même dialogue, on n'avait pas du tout d'homogénéité, c'était très dur de retrouver les personnages. Et comme les bases de données n'étaient pas assez remplies pour ce qu'on voulait, on trouvait pas les films qu'on voulait, on a laissé tomber cette partie-là. D'accord, merci. Dernière question. Bon, ça rejoint un peu les questions précédentes, mais plutôt que de partir dans le script, pourquoi pas directement extraire les sous-titres des films où vous pouvez voir vraiment les étapes de qui parle et quand? Ça va peut-être plus indexable. On s'est penché sur la question. Alors la question, je la reformule, enfin je la répète. Pourquoi est-ce qu'on s'est pas penché sur les sous-titres? On s'est penché sur les sous-titres quand on a réussi à les récupérer. Il y avait déjà le premier défi de raccorder les timestamps avec la vidéo, parce qu'on voulait essayer de faire une analyse qui mélange à la fois la partie audio et la partie vidéo. Donc il fallait remettre le texte au niveau du bon intervalle de temps sur la vidéo pour pouvoir avoir la correspondance, pour savoir si c'était un homme ou une femme. Encore une fois, on est très binaire. Il y avait des scènes, par exemple, où on entendait quelqu'un parler, où on aurait pu avoir un sous-titre là-dessus, mais la personne était de dos. Ça, c'est un gros défi aussi qu'on n'a pas pu traiter. C'est quand nous, on regarde un film, c'est facile parce qu'on sait que la personne de dos, on l'a vu juste avant et que on connaît son genre, a priori. Mais du coup, si on analyse juste image par image, on n'a plus ce suivi d'une image à l'autre. Bon, je suis partie un petit peu dans une autre explication parce que c'était un point qui était intéressant. Mais du coup, pour les sous-titres, vraiment, c'était presque plus simple de faire du speech to text. Et notamment pour l'identification du genre, on perdait une information à cause de juste se baser sur le texte. Et après, il y avait où trouver tous les sous-titres. Mais en général, quand on fait du téléchargement illégal, on les trouve. Sauf que, bon, on ne pouvait pas trop dire qu'on allait aller dans cette direction, quoi.